qui n'est pas important, tu finis par pas le faire. Alors, tu sais, je veux écrire. C'est sûr que si je veux réaliser puis écrire, si j'ai pas de scénario, j'y arriverai pas. Alors, tu sais, j'écris. Je me mets des échéances puis je les respecte. Mais je pense que c'est la force de la motivation. Puis la motivation, ça, moi, je dirais que les personnes doivent aller creuser dans leur motivation. Tout le monde veut faire des films, là. Mais à quel point, là? À quel point? Si vraiment tu veux en faire, tu vas en faire. Tu vas écrire, puis tu vas étudier, puis tu vas... Bonjour et bienvenue sur mon podcast. Ici, j'invite les pros du cinéma à partager avec vous leur méthode de travail. De l'écriture à la sortie d'un film, comment ne pas baisser les bras quand ça coince. Merci à l'INIS, partenaire présentateur de Cinéritage. Bonne écoute! Renée, tu es scénariste, réalisatrice et productrice québécoise. Tu es aussi monteuse et conseillère à la scénarisation. Tu l'es toujours conseillère ou tu étais conseillère à la scénarisation? J'en fais très peu, mais j'en fais encore. Je viens d'en accepter un. Là. Mais j'en fais peu, mais j'en fais encore tout le temps. OK. Tu as un PhD en études cinématographiques. Tu es professeur de scénarisation et de production cinématographique à l'Université de Montréal. Tu as été directrice du programme d'écriture à l'INIS. Pendant combien de temps? Ça a duré 1 an. 1 an. Tu as travaillé comme pharmacienne jusqu'à ce que tu décides de quitter ton emploi pour démarrer une carrière en cinéma. Donc, à ce jour, tu as réalisé 3 longs-métrages et plusieurs courts-métrages, 7, je pense, au total. Oui. Alors, Renée, tu es pour moi un exemple de détermination et de persistance. Quand je pense à toi, c'est le mot efficacité qui me vient en tête. Donc, j'ai pensé faire une entrevue un peu différente parce qu'habituellement, il y a comme une thématique qui entoure l'épisode avec un invité et j'écris quelques questions, mais je me laisse plutôt guider par la conversation selon les réponses. Mais là, j'ai voulu faire différemment. On va faire une entrevue efficace. Donc, j'ai 30 questions. Puis on a 30 minutes. OK. Pour faire court. Si ma question prend plus que 40 secondes, fais juste répondre oui ou non, c'est tout, d'accord? Non, je blague. C'est bon. Mais on va rendre ça efficace. Mais je me suis amusée, Renée. Écoute, j'ai gribouillé 30 questions. OK. On va être capable de passer au travers. Moi, je pense que mes questions sont assez intéressantes et pertinentes. D'accord. Ouais. On y va. Donc, on fonce? On fonce. Très bien. Prête. Première question. Est-ce qu'enfant, tu étais déjà une batailleuse? Je le voyais pas, mais j'avais pas mal de caractère, oui. Est-ce que le cinéma te faisait déjà rêver quand tu étais enfant? Pas le cinéma, l'écriture. Tu écrivais déjà beaucoup quand tu étais jeune? Oui, des journaux intimes et puis des pièces de théâtre. Première pièce de théâtre que j'ai écrite 6e année. Ah oui, OK. Donc, tu l'avais naturel. Ben, ça m'attirait. Oui? Beaucoup. Oui. OK. Tu as fait l'INIS en scénarisation. Qu'est-ce qui t'a poussé par la suite donc à faire le saut en réalisation et à réaliser tes propres films? J'étais déjà très intéressée par la réalisation. Je pense que c'était un petit peu contextuel que je m'étais inscrite en scénarisation. L'écriture était comme assez primordiale pour moi, mais en réalisation, le programme me le permettait pas vraiment. J'avais 3 bébés. Ah oui. Alors, le programme demandait plus d'être à l'extérieur, tout ça. Alors, la scénarisation était plus de travail à la maison, c'était plus... ça convenait mieux à ma situation à ce moment-là. OK. Tu es professeur en scénarisation à l'université. Est-ce que Et à l'INIS aussi. Et à l'INIS aussi. J'enseigne à l'INIS, oui. Est-ce que tes élèves sont généralement efficaces? Bien, l'efficacité, ça n'a pas grand-chose. C'est drôle que tu dises l'efficacité parce que je trouve pas que ça me définit vraiment. Mais l'efficacité n'a pas grand-chose à voir avec la création, en fait. Ça a quelque chose à voir avec la production, bien sûr, mais pas beaucoup la création. Fait, étant donné que j'enseigne la scénarisation, les étudiants, on est plus dans le créatif, avec l'efficacité, je ne saurais pas trop dire. Puis en production, j'essaie effectivement quand j'enseigne le cours de production. Là, oui, là, il faut être efficace. Et ils y sont. En général, les étudiants qui se dirigent vers plus la logistique plutôt que la création, parce que c'est des travaux d'équipe et tout, là. Ceux qui se dirigent vers la logistique, en général, ce sont des étudiants efficaces. OK. Efficace, pour moi, c'est beaucoup aussi aller au bout de ce que tu veux entreprendre, aller au bout du projet. Il faut être efficace quand même. Efficace dans le sens que si les gens procrastinent dans la journée, ils veulent faire quelque chose, mais ils n'y arrivent pas. Ouais, ça demeure des rêveurs. Mais il y en a, il faut à un moment donné devenir très efficace dans son quotidien. Je suis d'accord. C'est dans ce sens-là, que... Oui, effectivement. Je procrastine beaucoup, mais je respecte les échéances et je suis très productive. Exactement. Donc, je sais que tu fais de la course à pied pas mal à tous les matins. Est-ce que c'est quelque chose justement qui t'aide
à passer au travers de tes journées? Je fais ça depuis tellement toujours, là, fait que ça m'aide. Ben, définitivement, je suis en forme. Fait que j'ai beaucoup d'énergie. Je suis en forme. Ça me réveille le matin. Ça me permet aussi de consolider. Si je me réveille le matin et que je suis en création, ça m'aide. Ça m'aide, sincèrement. Je vais partir courir, mon esprit s'évade. Et souvent, j'ai des idées créatrices. J'arrête, j'écris ça sur mon cellulaire. Et quand je suis en création, ça contribue une partie de mon travail. Et puis, ben, ça m'éclaircit les idées. Ça aide à gérer mon stress, l'anxiété, tout. Ça fait partie de mon quotidien. OK. Ça te stimule au niveau des idées? Oui. Particulièrement quand je suis en période de création, quand je suis à écrire un scénario, puis que je bug sur des trucs, là, j'y pense pas, là, je m'en vais pas courir en pensant, mais ça vient tout seul. Et là, les idées viennent, ça se bouscule. Au réveil le matin, puis à la course, c'est quand même assez présent. C'est particulier, hein? Je le vis aussi. Il y a beaucoup d'artistes qui sont venus à mon micro qui ont parlé de cet aspect-là, justement, de trouver des idées toujours en mouvement. Comment tu expliques finalement cette connexion entre les deux? Ben, je pense que ça me demande, en tout cas, moi, je suis quelqu'un quand même qui est assez contrôlante de beaucoup de choses. C'est pour ça que j'aime le cinéma, parce que ça me permet de ne pas contrôler. Je travaille beaucoup à l'instinct en cinéma. Moins quand j'écris, mais il y a quand même toute une partie Et puis, je sais pas, c'est du temps où est-ce que j'alloue pas à ça. Quand je me réveille le matin, je réfléchis à rien, ça vient tout seul. Et c'est les idées qui viennent. Alors, c'est complètement libre, déconstruit, puis je ramasse tout ça sans jugement, sans rien. Puis ça fait la même chose à la course aussi. Je suis pas là en train de travailler, je suis là en train de courir, puis ça, je sais pas, ça vient et c'est libre. C'est libre et c'est ça que j'aime. Quand je m'assois à mon bureau, c'est plus concentré, c'est plus réfléchi, c'est plus organisé. Mais à la course et au réveil, non, ça, c'est de l'inspiration assez libre. Ouais. Est-ce que tu passes du temps à clarifier ce que tu veux, tu sais, ce qui est important pour toi? Est-ce que tu t'accordes ce temps-là? Est-ce que tu trouves que c'est important? Dans ma vie en général? Oui. Je fais des mises au point très, très régulièrement. Des to-do. Pour le professionnel. Oui. Ben, je veux dire, moi, tout est quand même assez lié. Hein? Je veux dire, c'est pas comme j'ai ma vie puis j'ai ma profession, c'est comme c'est pas mal tout en un, je dirais. Tu sais que oui, c'est ça. C'est juste une chose en même temps. C'est toute ma vie là en même temps. Et je fais beaucoup de mises au point. Oui, beaucoup de mises au point. J'ai besoin de ça, de me centrer. Ça passe par l'écriture. J'écris. Donc, tu écris crayon papier ou ça passe par l'ordi? Ben, j'ai longtemps écrit crayon papier, mais maintenant, c'est presque rendu illisible comment j'écris. C'est pas. Alors, je le fais à l'ordinateur maintenant. J'écris un journal qui n'est pas un journal très organisé, là, puis c'est pas régulier. Mais j'appelle ça mes petites mises au point. Puis à un moment donné, je sais pas, ça va plus ou moins, ou il y a quelque chose qui me fatigue. Je fais la mise au point, ça prend quelques temps. Des fois, c'est quand même assez long, mais ça me permet de me recharger, de me centrer, puis je repars avec ça. Mais il faut que ça soit répété, souvent. Souvent, là, je dirais au mois, je crois, au mois ou aux 2 mois. Ah oui, quand même, OK. Il y a beaucoup de gens qui font ça, par exemple, en fin d'année, tu sais, pour voir, bon, j'avais fait je le fais en fin d'année. Aussi, oui, je fais le bilan. Tu fais ton bilan d'année. Ouais. C'est bien. Donc, Oui, je fais le bilan, mais ça, c'est pas la même chose. Je fais le bilan, je regarde ça, puis je regarde qu'est-ce que je veux faire. Oui, ça, je fais ça. Mais quand je parle de mise au point, c'est un peu plus profond que ça, je dirais, plus intime, moins dans l'action, plus dans l'être, en fait, dans comment je me sens. Tu enseignes, Renée, mais toi, es-tu restée une élève perpétuelle? C'est-à-dire, est-ce que tu continues quand même de te former? Ben écoute, j'ai fini mon doctorat en 2017. On s'entend que ça fait pas tellement longtemps que j'ai terminé d'être une étudiante. Okay. Si on veut, même si un doctorat, c'est pas tout à fait être comme une étudiante. Mais j'aime ça apprendre. C'est pour ça que j'ai fait le doctorat aussi. J'aime ça apprendre. Donc, il y a quelque chose d'étudiant éternel, à quelque part. Dans un parcours professionnel, on le sait, les erreurs sont inévitables. Hein? Probablement que les seules personnes qui font pas d'erreurs, c'est les personnes qui risquent rien. Je veux savoir, ça a été quoi l'erreur qui t'a fait le plus progresser? L'erreur qui m'a fait le plus progresser? Sans doute la pharmacie. Okay. Sans doute d'avoir fait la pharmacie. OK. Oui. D'avoir fait la pharmacie. C'est pas vraiment une erreur, mais c'était pas le bon choix. OK.
Et ça m'a permis de vouloir autre chose avec beaucoup de volonté et de détermination. OK. C'est-à-dire que maintenant, tu pourrais dire que tu aurais aimé éventuellement commencer à faire des films plus tôt? Oui, ben définitivement, oui. En fait, je me suis dirigée vers une carrière scientifique alors que j'étais une artiste. OK. Disons ça comme ça. D'accord. Alors, le fait de m'être dirigée dans une carrière qui correspondait plus ou moins à ce que à mon profil puis à ce que je voulais, a fait en sorte qu'il a fallu que je me batte puis que je veuille beaucoup, vraiment. Oui. Que je veuille beaucoup. Alors que je ne sais pas si j'avais suivi mon parcours je sais pas qu'est-ce qui serait arrivé, mais j'ai tellement voulu m'en sortir de la pharmacie, de vouloir autre chose, c'est que quand même. Oui, ça m'a boosté pas mal. Je pense que c'est une analyse intéressante. Je pense que... Mais ça serait exagéré de dire que d'avoir fait ma pharmacie était une erreur. Oui. C'était pas, c'est une question une des erreur. choix. C'est des choix qu'on fait. Oui, c'est ça. Voilà. C'est des parcours qu'on emprunte, mais il n'y a jamais rien pour rien en même temps. Donc, tu l'exprimes bien. Ça t'a donné cette espèce de comment on pourrait dire, de motivation peut-être supérieure ou, ouais. Mais je suis pas quelqu'un avec les erreurs, par exemple, tu sais, qui, je vais des fois analyser, OK, j'ai dit ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. Dans le présent, là, tu sais, après, là, tu sais, comme on va raccrocher, puis je vais dire, peut-être j'aurais pas dû dire ça, ce genre de trucs-là. Mais dans les trucs à long terme ou de ce que je fais professionnellement, je vois pas ça comme des erreurs. Je vois ça comme des expériences, des choix, puis je les assume. Tu as raison de faire la nuance, effectivement. Donc, ta démarche en début de carrière a été longue et remplie de déceptions, dans le sens que tu as essuyé, je pense, 4 refus, mais là, on parle du premier long métrage, là, Le Garagiste. Ouais. Donc, tu n'as pas reçu de financement institutionnel, donc tu as vraiment décidé... Non, j'en ai reçu, par exemple, Après? J'ai reçu Téléfilm Canada pour Le Garagiste. OK, parfait. Après, ouais. Mais tu as porté quand même beaucoup le projet à bout de bras. Oui, le film était pratiquement terminé là, quand Téléfilm Canada s'est proposé. C'est ça. Donc, ça a été quoi cette expérience-là, cette première expérience? Parce que moi, je trouve ça admirable, là, c'est super. Tu n'as pas lâché ton bout, là. Tu es allé vraiment avec force et conviction et détermination. Qu'est-ce que tu retires comme apprentissage à partir de cette première expérience? J'ai appris beaucoup, là. J'ai appris à ce moment-là, quand je fais ça, on est encore au début là, les quotas vont arriver là. Alors, je pense qu'il y avait une partie de ça aussi, le fait qu'il y avait une grande différence entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire 85% des hommes avaient l'argent, 15% seulement des femmes. Alors, ça, j'ai appris ça aussi, que mes noms étaient genrés, que mes refus étaient genrés, d'une part. Ensuite de ça, j'ai appris à quel point c'était difficile et que... ça, je pense que je le savais, là, tu sais, que c'était difficile, puis en tout cas, pour ma part à moi, j'avais le choix soit d'écouter le choix des institutions ou d'en faire à ma tête. Et j'en ai fait à ma tête et c'était pas évident. C'était pas évident trop de décider de faire un film, le produire, le scénariser, le réaliser, le monter quand je savais rien ou presque là-dedans, sauf pour la scénarisation. Alors, ça a été une sacrée expérience. J'ai l'impression, tu sais, que avec le recul, ça m'a plu de le faire comme ça. Ça m'a permis d'en faire d'autres. Et ça me donne la conviction aussi que je peux continuer à faire des films, même si j'ai pas l'appui des institutions. Il y a moyen de trouver, c'est sûr, tu sais, que je suis assez privilégiée, là, et dans différents domaines qui me permettent de le faire. Là. Je pense pas que ça soit nécessairement si facile ou à la portée de tout le monde, mais moi, c'est quand même pas facile dans ma situation non plus, même si je suis assez privilégiée, mais je peux quand même le faire. Enfin, tu sais, ça m'a permis. Alors, si j'étais rentrée tu sais, si on m'avait donné l'argent puis que j'avais tout fait ça tout de suite, je serais probablement rentrée davantage dans la grosse machine plus rapidement. Alors là, tu sais, présentement, j'ai quand même pas mal les pieds dans la machine, mais j'ai quand même cette indépendance-là qui me reste. Exact. À l'époque, tu sais, j'avais déjà fondé Ciné Tapis Rouge, puis évidemment, j'ai écouté
tous les films québécois qui passaient et j'aimais bien comme ça découvrir des nouveaux talents et puis toujours un peu charmée par ces artistes tu sais, qui se débrouillent vraiment pour faire leurs films. Là, tu vois, tu sens là, cette passion en eux. Là. Mhm. Et puis ma mère, elle avait découpé un article dans le journal. Puis elle dit, regarde, cette fille, elle s'appelle Renée Beaulieu. Et puis, elle fait le garagiste, tu vois, elle n'a pas eu le financement, mais ce serait génial si tu entres en contact avec elle. C'est exactement, tu sais, tu cadrais dans le profil là, de Ciné Tapis Rouge. Puis effectivement, j'avais pris contact avec toi à ce moment-là. Puis enfin, c'est des beaux souvenirs, là. Donc, tu venais de faire le garagiste. Il faudrait arrêter un petit peu. J'ai ma batterie, je ne sais pas, elle a flanché. Je vais juste me brancher. Attends-moi un Il n'y instant. a pas de problème, Renée. Vas-y, vas-y. Bon, tu disais quoi, efficacité, pas sûr? Ben oui. Allez, on fonce. Bon. Écoute, Okay. on arrive presque à la moitié, Renée. On revient à ce qu'on disait. Tu disais qu'on parlait à partir de ton parcours, à partir des garagistes. Donc maintenant, tu sens que tu as quand même un pied plus dans le système. Bon. Comment est-ce que tu as fait pour faire progresser cette courbe? Et quels conseils tu donnes à la lumière de ton expérience, tu sais, si c'était à recommencer ou qu'est-ce que tu peux nous dire? Je pense qu'en cinéma, tous les parcours sont relativement atypiques. Tu sais, il n'y a pas de marche à suivre pour y arriver. Mais ce que je remarque, par exemple, il n'y a pas de marche à suivre, mais personne n'y arrive sans avoir fait quelque chose, sans avoir fait sa marque quelque part ou avoir démontré son potentiel, son talent, ses capacités. Ça semble quand même assez évident. C'est-à-dire, je ne suis pas certaine que quelqu'un, si bon soit-il, avec un bon scénario, tout ça, se présente et qu'il va recevoir l'argent. Il faut vraiment avoir commencé par plus petit un peu ou avoir fait autre chose ou pour avoir soit un court-métrage qui a bien circulé ou avoir fait sa marque. Alors, bon, le garagiste, j'aurais pu vraiment me planter, là. C'est le garagiste qui m'a permis. Ben, en fait, non, je dirais que c'est le Ring, en fait, qui m'a permis. Le Ring, qui était un long métrage que j'ai scénarisé en 2000, qui est sorti en 2007, 2008, je crois. Bon, c'est dans un premier temps, le film avait bien, très, très, très bien fonctionné ici au Québec et à l'international. Alors ça, j'avais eu mes lettres de noblesse comme scénariste à partir de ce film-là. C'est à la réalisation que ça bloquait. Et avec le garagiste, ben, évidemment, j'ai scénarisé, réalisé et produit. Et le film s'est bien démarqué. On avait eu quand même. Elle avait été présélectionnée dans les 3 catégories à Cannes. On n'a pas fait Cannes, mais on avait été quand même présélectionné, ce qui était quand même pas rien. Un film fait à bout de bras. Et à partir de là, bien évidemment, j'ai commencé à voir. Ça m'a donné mon nom. Ça m'a permis d'avoir qu'on se penche suffisamment sur ce que je proposais pour y voir un possible intérêt. Mais c'était pas gagné, ça l'est toujours pas non plus, c'est pas facile. Alors je dirais, ben il faut commencer quelque part et ça prend, je pense, ça prend du talent bien sûr, mais ça prend aussi un peu de timing, de chance, des gens qui croient en nous. C'est pas, il y a pas de ligne magique. Puis mon parcours est quand même très atypique, même si je crois que tous les cinéastes ont un parcours relativement atypique. Non, ça c'est sûr. On le constate que chaque réalisateur, réalisatrice a une histoire complètement différente. Mais je pense que vous vous retrouvez à un certain niveau, tu sais, tous ensemble par rapport au fait que, ben oui, il faut faire ses projets, puis c'est pas grave, hein, si tu te plantes, t'as le droit de te planter. Pour X raisons, c'est pas parce que t'es pas bon, mais si c'est vraiment ce que tu veux faire, faut pas lâcher, puis il faut continuer. Ouais. Ben, se planter, c'est difficile au cinéma, se planter. Je trouve que c'est difficile au cinéma de se planter. On entend parler là, de peut-être de 2 films là, qui ont été vraiment des films qui ont la réputation d'être vraiment mauvais. Mais en dehors de ça, tout est quand même assez subjectif. Puis de ne pas faire, ça dépend dans quoi. Je veux dire, le garagiste n'avait pas le box-office, puis les salopes n'ont pas eu le box-office de père en flic non plus, puis ça ne s'inscrivait pas là-dedans. Alors, c'est pas, pour moi, c'était pas me planter, juste, on est allé au tir. Ça dépend qu'est-ce que tu vises, qu'est-ce que tu attends. Mais je pense, que dans le milieu, c'est pas tant, on se plante pas tant, mais on se fait dire non souvent. Ben, en tout cas.
il y a quand même pas, passablement de... Tu sais, il y a à peu près 65-70 projets qui sont déposés. Ils en prennent 7, 8, 10 là-dedans. 56 personnes vont avoir reçu un non, là, tu sais. Fait que des fois, tu fais partie des oui, des fois, tu fais partie des non. Mais il y a quand même passablement de non. Oui, vous vous retrouvez tous sur ce chemin-là aussi, là. Ben, presque tous, parce que c'est... Tout le monde a vécu des non. Tout le monde a vécu des refus, on s'entend, là. Ben, je croirais que oui, là. Je croirais, tu sais, que tout le monde Oui. reçoit des noms à un moment OK. donné ou l'autre. Donc, pour réussir, rien ne bat l'exécution. Donc, il faut placer, on le disait tantôt, une espèce de une brique à la fois à tous les jours, puis tu fonces évidemment dans l'atteinte de ton objectif. Est-ce que tu as connu des moments où tu sentais comme ta motivation t'abandonner? Oui, souvent, mais ça revenait tout le temps. Il y a été, dans le temps du garagiste, là, vraiment, je me disais, comment ça se fait que j'aurais pas pu juste travailler en pharmacie, puis pourquoi tout le temps me confronter, à me faire dire non, à me faire rejeter. Je me disais, oh mon Dieu, ma vie pourrait être plus simple, rentre dans ta pharmacie, travaille, sois au service des gens. La pharmacie, c'est vraiment une profession où est-ce que tu es au service des gens, tout ça. Rentre là, en plus de ça, tu vas être bien payé. Ah oui. Mais t'année aussi, t'année d'attente, tu déposes, t'attends 4 mois, tu déposes, t'attends 4 mois. Alors, dans ce temps-là, je trouvais ça difficile, mais jamais assez pour lâcher. J'ai jamais été assez démotivée assez longtemps pour lâcher. Ça me revient tout le temps, ça monte naturellement, ça pop dans ma tête, des idées, des projets, des envies de raconter. J'en ai tout le temps. Et ça apparaît toujours avec son importance. C'est ça qui est fascinant un peu. Ça ne l'est pas tant que ça, mais quand ça pop, pour moi, ça semble tout le temps, mon Seigneur, il y a quelque chose là, il y a quelque chose à explorer, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à exprimer. Ça a tout le temps de l'air. Ouais, c'est important quand ça pop dans ma tête. Ces années-ci, je me pose moins ces questions. Mais dans le temps du garagiste, oui. Oui. Je me disais, oui. OK. La motivation était plus mise à rude épreuve. OK. Où est-ce que tu puises ton énergie? Ça, je pense que ça vient un peu dans la nature. C'est sûr que je me garde en forme, bien sûr. Fait que je suis en forme physiquement, fait que ça aide. J'ai ça facile aussi. Je bois pas, je consomme pas. Ouais. T'as une vie santé. Oui, j'ai une vie santé naturellement. Ne me demande pas trop d'efforts, tout ça, d'être en forme physiquement, de ne pas consommer, de pas. Ouais. Alors, ça d'une part. Et puis, dans ma nature, ma mère est comme ça. Très, très, beaucoup d'énergie. Oui. J'ai beaucoup d'énergie. Oui, ouais. OK. Motivée et énergique, là, ça a tout le temps été comme ça. Plus jeune, là, à l'adolescence, c'était comme « Oh mon Dieu Seigneur, je m'ennuyais tellement parce que j'avais tout le temps envie de faire quelque chose. » Puis je trouvais pas personne qui avait le même beat. Est-ce que l'ambition rend heureux? L'ambition, motive en tout cas. Ça donne... je sais pas. C'est dangereux l'ambition, des deux côtés. Ça peut rendre heureux, mais ça peut aussi détruire aussi si l'ambition est pas située à la bonne place ou pour les bonnes raisons. J'ai eu à dealer avec ça. Maintenant, mon ambition est saine, mais ça n'a pas toujours été le cas, je dirais. Ouais. Je considère que tu as quand même une excellente autodiscipline. Imagine que tu as quelqu'un devant toi qui veut développer ce côté-là. Il y a de la misère. Qu'est-ce que tu lui donnes comme 3 meilleurs conseils de Renée? De le faire. De le faire, oui. Mais t'as-tu des trucs, genre, je sais pas. Est-ce que le dimanche soir, tu dis, moi, je planifie ma semaine, c'est comme ça que ça... Est-ce que tu sais à peu près à tous les jours ce que tu dois faire? Non. Tu vas pas jusque-là? Non. Puis la discipline, je sais pas, il y a des trucs qui... moi, je fonctionne très bien avec les échéances, là. Mais ça va avec la motivation. J'ai de la misère à concevoir que tu sois motivé puis que tu le fasses pas. OK, oui, ça a du sens. Fait que si tu es motivé puis que tu le fais pas, t'es-tu vraiment motivé? Tu sais, je suis pas... mais pas tout le monde a le même... T'es-tu capable de vivre sans l'atteinte de cette motivation-là? Si la réponse est oui, tu vas avoir de la misère à te discipliner. Oui. Alors... c'est un peu ça, chacun, c'est quoi tes priorités?
qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ça? Et puis suivre un peu l'élan naturel aussi. Je ne suis pas disciplinée dans tout. Là. Je procrastine, mon ami, ça n'a aucun bon sens. Énormément de procrastination, là, vraiment beaucoup. Ah oui, ça, tu vois, je suis surprise. Oui, mais il doit y avoir quelque chose qui se passe pendant cette procrastination, non? Ouais, probablement. Inconsciemment, là. Peut-être, oui, c'est sûr c'est sûr, tu sais, que je pense qu'il y a une part de travail, tu sais, qui se fait pas juste devant mon bureau. Mais bon Dieu, oui, non, je procrastine beaucoup. Mais il y a je sais pas, il y a des trucs qui se mettent en place. Mais ça se met en place, je sais pas, faut pas trop se poser de questions non plus. Tu sais, comme, tu sais, admettons, pour la course, là, j'ai couru toute ma vie, là, tout le temps. Là. Ouais. J'ai tout le temps couru, je me lève le matin, je vais courir. Là, des fois, je fais du fat bike plutôt que de courir, mais tu sais, je me demande pas voir si ça me tente ou ça me tente pas. Ces questions-là sont réglées. Je me lève le matin, je fais 1 heure de sport. Je me pose pas la question. Tu le fais. Just do it. Ouais, just do it. C'est un peu ça. C'est just do it. Mais ça répond à quelque chose qui est essentiel pour moi. Tu sais, c'est important. Ce qui n'est pas important, tu finis par pas le faire. Alors, tu sais, je veux écrire. C'est sûr que si je veux réaliser puis écrire, si je n'ai pas de scénario, j'y arriverai pas. Alors, tu sais, j'écris. Je me mets des échéances puis je les respecte. Mais je pense que c'est la force de la motivation. Puis la motivation, ça, moi, je dirais que les personnes doivent aller creuser dans leur motivation. OK. Tout le monde veut faire des films, là. Mais à quel point, là? Oui. À quel point? Si vraiment tu veux en faire, tu vas en faire. Oui. Tu vas écrire, Oui. puis tu vas étudier, puis tu vas... Est-ce que c'est important d'avoir une vision? En cinéma, oui. Ben, pour moi, le cinéma est... Le propos, c'est pour ça que je disais que l'écriture, le propos est comme... Pour moi, c'est important. C'est ce qui est prioritaire, en fait. Tout le reste se subordonne à ça. Alors oui, la vision, pour moi, elle est fondamentale. OK. Quand tu écris un film, alors tu écris où, quand et comment? Je veux savoir. Alors, je travaille dans mon bureau. Je suis très, très souvent dans mon bureau. Mon bureau est situé au grenier. J'ai plus de lumière ici. Là. Donc, tu as ta pièce à toi, là. Ça t'appartient. Oui. Ton univers. Oui. Puis, c'est mon univers et comme il est au grenier, c'est pas passant. Tu sais, t'arrives pas ici par hasard. Il est au grenier. Si, mettons, mes enfants ou mon conjoint, tout ça, ou de la visite, ben, il faut qu'ils viennent à ce bureau-là. Il n'est pas dans la circulation. Fait que je suis isolée. Et je travaille là, je suis pas mal tout le temps. Là. Oui. Je suis beaucoup là. Ouais. Quand tu écris, est-ce que il y a des moments de la journée où tu sens que tu es beaucoup plus efficace que, je sais pas, d'autres moments? As-tu une espèce de routine quand tu écris ou pas forcément? Ouais, là, depuis la pandémie, j'ai une bizarre de routine. Je commence tellement tard, c'est fou, là, quand même. On a tout décalé, nous autres, quand même. Mais non, je suis pas très... Je finis par en faire des routines. Là, pour finir des trucs, j'ai fini mon doctorat comme ça. À un moment donné, j'ai dit, OK, là, il faut que je finisse ça, ce doctorat-là. Alors là, je me levais. Je commençais à travailler à 7 heures le matin et je travaillais jusqu'à 11 heures. 11 heures midi. Ça a duré quand même quelques mois. Et là, ça, c'était très, 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 très discipliné. Okay. Et très, très, très discipliné. Là. Je respectais l'horaire comme tel. Je faisais ça. Quand c'est plus relax, un peu comme là présentement, je travaille, la plupart du temps, évidemment, il n'y a rien à faire présentement autre que de travailler avec la pandémie. Ouais. Je suis dans mon bureau, puis je travaille, je perds beaucoup de temps. Mais quand je me mets à écrire, j'ai surtout une grande capacité de concentration. C'est-à-dire que quand je me mets à écrire, je peux rester à écrire 4, 5, 6 heures en ligne. Ah oui, c'est ça. Hein? Oui. Focus, ouais. Tu restes focus. Ouais. Mais ça, c'est pas tout le temps, là, mais ça me prend des heures devant moi pour pouvoir me plonger là-dedans. OK. En tournage, est-ce que tu travailles généralement toujours pas mal avec la même équipe? Jusqu'à présent, oui, vraiment. C'est important pour toi? Tu sens que tu crées quelque chose à chaque projet avec cette équipe? J'aime trop ça, travailler avec les mêmes... mais c'est pas toute l'équipe comme telle, mais tu sais, j'ai comme... Philippe Saint-Gelais, qui est le directeur photo avec qui j'ai fait les derniers films. Ouais. C'est quelqu'un de très bon, très motivé, très passionné. Alors, j'aime ça travailler avec lui, le monteur, parce que je monte, puis après ça, je vais travailler avec un monteur. Je termine le film avec un monteur, c'est le même monteur aussi, Martin Bourgault. À la conception sonore, Benoît Dame. Oui. À la musique, David Thomas. Oui. Puis, j'ai travaillé aussi là,
Et en production et assistante à la réalisation de Justine et Romane. J'aime ça aussi, travailler avec d'autres personnes. C'est pas cristallisé comme ça. Là. C'est pas, 3 mots pour décrire l'ambiance sur un plateau de tournage de René. Moi, j'ai de la misère à me voir. Je le vois quand j'enseigne, tout ça, par les commentaires. Il me semble que je suis plutôt... je pense que je suis assez direct, puis assez déterminée. Je vois pas tout le temps à quel point, mais je m'en rends compte par les commentaires. Fait que je pense que je suis assez direct. Oui. Ben, c'est cool. Hein? Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça sur le plateau de tournage. En général, moi, je pense que c'est pas mal cool. Oui. Je sais que ça soit dans le plaisir parce que moi, j'ai beaucoup de plaisir là-dedans. Je me pogne pas trop la tête. Mais quand il y a des conflits, des fois, ça prend un peu plus de place que je voudrais. Là. OK. De façon générale, c'est plutôt agréable. Ta relation avec les acteurs, est-ce que généralement, je sais que j'imagine tu arrives bien préparé à tes tournages, peut-être que tu répètes aussi avec tes acteurs en amont, là, mais c'est quoi cette relation? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont leur espace aussi ou généralement, tu sais quand même, c'est précis ce que tu veux? Oh, non, c'est pas précis ce que je veux. OK. Non. OK. Donc, comment tu travailles avec tes acteurs? C'est pas si préparé. Je suis très préparée, mais je suis pas ça. OK. J'ai un découpage technique assez précis, mais je le suis pas. Je vais faire les plans que j'ai prévus, mais rarement comme je les ai pensés. Et avec les acteurs, non. Avec les acteurs, je pars toujours avec ce qu'ils me donnent. OK. Et je compose avec ça. J'ai pas d'idée très arrêtée là-dessus, non. En tournage, non, je suis pas control freak, pas du tout. Non, et je veux que ça se fasse, par exemple. Je veux que ça se... Tu sais, admettons, je me rappelle sur le dernier film que j'ai fait l'automne passé, ben là, on veut avoir l'heure bleue. Ben là, il faut que ça bouge. Si tu veux avoir l'heure bleue, là, la fenêtre de jeu n'est pas très, très grande. Ben là, non, là, je vais pas tolérer... qu'on la perde, l'heure bleue. J'ai pas de temps, j'ai pas d'argent. Alors, l'heure bleue est là, on se move. Tout le monde doit bouger pour y arriver. Ouais. Et avec les acteurs, j'entends pas, moi, quand j'écris, j'entends les répliques, mais dans un univers parallèle. Alors, j'ai pas d'attente. Puis quand je suis toujours agréablement surprise par l'incarnation que proposent les acteurs. Okay. Je l'ai choisi aussi, là. Oui. Mais ce qu'ils me proposent, si j'ai un talent, c'est probablement celui-là. Je suis nulle en musique, mais c'est juste ou ça ne l'est pas. Et ça, je l'entends. Okay. T'es dessus, t'es pas dessus. T'es dessus, t'es pas dessus. Comme avec le dernier film avec Rosalie Bonenfant, je faisais descendre sa voix. Ah oui, OK. Pour trouver le personnage. Mais c'est parce qu'on l'avait trouvé comme ça. Là. C'est pas... mais tu sais, là, t'es pas dessus, Rosalie. Puis là, elle descendait de voix. Puis là, on arrivait à Inès. OK, là, on est dessus. Ouais. Et les propositions, j'aime beaucoup les acteurs, leur capacité d'abandon. Et je suis toujours contente de leurs propositions. Après ça, tu sais, je regarde ça comme avec une vision, si on veut. Oui, là. Oui. Mais non, je suis pas très... Okay. C'est pas très, très carré. Étant donné que tu produis aussi toi-même tes films, quand tu es sur le plateau, tu arrives quand même à être réalisatrice et productrice, tu sais, dans le sens que la productrice va dire... Bon, ben là, on devrait finir à telle heure ou il faut enclencher ou on est en retard. Ou il y a aussi la réalisatrice qui va s'occuper beaucoup plus de l'aspect créatif. Non, je m'occupe de la création. Je m'occupe de la création, puis il y a quelqu'un il y a des gens à la production, là, comme sur Nuit, sur Inès, en fait, le dernier film que j'ai fait, Marie-Louise Garnier-Py, qui était la directrice de production. Je lui faisais totalement confiance. Je m'occupais pas trop de ça. Sur le plateau, je suis réalisatrice. J'ai des décisions à prendre des fois d'ordre de production, mais c'est rarement sur le plateau comme tel. C'est en dehors du tournage. Non, ça, j'ai vraiment pas de problème de conciliation là-dessus, mais
je suis la réalisatrice qui signe les chèques, mais c'est pas moi qui... OK. Pas la réalisatrice, je suis la productrice qui signe les chèques, mais l'horaire et tout ça, tu sais, j'avais comme pour l'horaire comme tel, c'était Romane Lepage, la première assistante. Elle était formidable. Je faisais toute jeune, 24 ans, je pense. Je faisais totalement confiance. Puis on a réussi à tout faire. Puis la même chose pour la directrice de production qui était toute au pas. Alors, on est resté dans le... J'ai établi mes priorités aussi, là, par exemple. Ouais. C'est-à-dire, tu sais, que quand ce que j'ai besoin de tourner, c'est sûr et certain que ça va se tourner. Ouais. Il faut faire en sorte que ça se tourne. Ouais. Ça, c'est mes priorités. Ouais. Ça n'arrivera pas une journée où est-ce qu'on n'a pas eu le temps. Là. Il faut rattraper le temps. Ouais. Est-ce que tu recommanderais à un jeune de s'ouvrir sa boîte de production? Est-ce qu'il y a vraiment des avantages comme réalisateur, réalisatrice d'avoir sa boîte? J'aime ça, tu sais, produire, ça donne une espèce de liberté aussi. Ça permet d'avancer à ton rythme davantage que, tu sais, si tu es dépendant des producteurs. Mais c'est une lourde tâche aussi. Oui, c'est ça. C'est difficile. Je dirais, tu sais, comme là, je suis un petit peu à la croisée, j'aimerais ça, tu sais, faire développer davantage ma boîte, mais tu sais, je suis vraiment plus une créatrice. Fait que c'est difficile de faire les deux. Tu sais, une job de producteur, c'est une job en soi. Une job de créateur, c'est une job en soi. Essayer de mixer les deux, là, c'est quand même difficile. Fait que un jeune qui veut être producteur, qui peut avoir sa boîte, bien sûr. C'est sûr que si tu veux être réalisateur, scénariste et producteur, ouvrir sa boîte, ben ça dépend c'est quoi tes objectifs. Là. OK. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce métier? Le plus difficile, définitivement, la scénarisation. C'est ce qui est le plus difficile. Parce que tu sors du néant. C'est-à-dire, je ne parle pas d'adaptation, mais je parle vraiment de sortir, d'inventer une histoire à scratch de zéro. Là. Sortir ça du néant, vraiment, faire la première version, c'est ce qui est le plus difficile. Ouais. Puis je dirais aussi que c'est la job la plus difficile aussi, parce que tu sors ça du néant, puis le rapport que les gens ont au scénariste et à la scénarisation aussi, c'est la job la plus... c'est relativement ingrat. Tout le monde se mêle sans vraiment comprendre, saisir ou... c'est vraiment difficile. Ouais. Je parlais de ça l'autre fois. En scénarisation, on va avoir des conseillers à la scénarisation de toutes parts, puis tout le monde, tu sais, se mêle du scénario, tout le monde donne son point de vue, tout le monde... Ouais. Puis quand tu arrives à la réalisation, des conseillers à la réalisation, il n'y a personne. Le réalisateur ramasse ça, puis ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de conseiller à la réalisation. Pourquoi? Ouais. En scénarisation, ça te donne un recul sur ton travail, puis c'est vraiment très utile, tu sais, d'avoir des bons conseillers ou des bons lecteurs, tu sais, tu sauves bien du temps parce que les autres, ils ont un recul que toi, tu n'as pas. Oui. Mais la même chose, en réalisation, tu sais, ta vision, ton découpage technique, ton traitement, tout ça, il n'y a jamais personne qui se penche là-dessus. Tu n'as pas de conseiller. Alors, la job de scénariste, il y a quelque chose à faire, à transformer. Oui. C'est la job la plus difficile. OK. Et qu'est-ce qui serait le plus réjouissant dans ce métier? Le plus réjouissant, la sortir, cette première version-là, c'est quand même trippant. C'est quelque chose, ouais. Le plus facile, le plus haut niveau de plaisir, là, c'est le tournage. Pour moi, c'est le plateau de tournage. Ouais. Puis, la sortie, la présentation du film aussi. Ça, j'ai un petit peu d'ambiguïté par rapport à la sortie, mais quand même... je me rappelle la présentation des salopes au TIFF, là. Quand même, c'était quand même un grand... Ça fait vivre des émotions intenses, quand même. Oui, c'était agréable. C'était agréable de voir. Oui. Et de voyager, quand même, c'est ça, et d'accompagner son film. Ah oui, c'est sûr. J'ai beaucoup voyagé avec le garagiste et avec les salopes. Oui, tu as accompagné beaucoup tes films. Ben oui, puis là, on le voit aussi, parce que là, j'avais un court-métrage, 1805, à Rue des Papillons, qui a circulé, mais j'ai fait aucun festival. Je suis allée nulle part à cause de la pandémie. Alors, oui, ça me manque. Oui, hein? Oui, tu sais, faire un film puis que finalement, tu voyages pas avec, oui, ça serait une déception. Ça fait partie de ça aussi, d'aller le présenter ailleurs, à d'autres gens, à d'autres publics. Ça fait partie du plaisir. C'est un bel exemple que tu donnes. Ça faisait un contraste à cause de la pandémie, mais c'est là où tu réalises vraiment comment ce que tu as vécu avant, c'était... Ah oui, c'était wow. Puis des fois, je me dis, sais-tu, à chaque film, tu sais, il y a de plus en plus de films, c'est de plus en plus difficile. Il n'y a pas de garantie là, que le dernier que je viens de terminer, qui va avoir l'opportunité de circuler, peut-être à cause de la pandémie, puis peut-être aussi par sa réception, qu'il n'y a rien de donné d'avance. Oui.
Donc, une dernière question, René. En fait, je ne sais pas si je suis rendue à 30 parce que tu vois, je me suis plus laissée bercer parce que tu dis, en fait, ben écoute, c'est le côté un peu naturel de ce podcast, là. Mais quand même, ma dernière question, donc la 30e, OK? Imagine que tu as 70 ans. Tu te vois faire quoi et où? La même chose. Ouais, c'est bien. Ouais. Ouais. Oui, OK. définitivement. Pas de retraite pour René. Non. Non, tu serais pas capable. Non, ça m'intéresse pas. Sincèrement, je comprends pas trop le concept. Ça dépend de ce que tu fais dans la vie, j'imagine aussi. Mais je peux comprendre, tu sais, que si ton travail est harassant, que tu as le goût de prendre ta retraite. Mais moi, ma vie me plaît, alors je vois pas du tout pourquoi tu sais, que j'arrêterais. Puis après ça, pour laisser la place, j'ai pas cette vision-là non plus. Je pense, tu sais, que notre vie, tu sais, nous appartient, puis on en fait ce qu'on veut. Puis de toute façon, c'est toujours les autres un peu qui décident s'ils le reçoivent ou s'ils le reçoivent pas. Ouais. Alors, céder sa place, je trouve que c'est un concept aussi qui tient pas beaucoup la route dans ce domaine-là. Ça se fait, tu sais, là, tout seul. Là, tu sais, d'autres gens arrivent avec d'autres idées. Mais c'est possible aussi, tu sais, de se renouveler à tout âge, ce qui n'est pas évident non plus, mais il ne faut pas dire non plus, bon, je veux dire, tu as tant d'expérience, tant de fils derrière toi, donc je dois continuer, puis on doit continuer de me soutenir. Je ne suis pas du tout là. Je suis plus, si j'ai trouvé une façon plus jeune de réussir à rejoindre ou à rentrer en contact avec un certain public, ben, je pense qu'à 70, 75 ans, si c'est ça que tu veux continuer à faire, il faut que tu trouves une façon de continuer à réussir à rentrer en contact avec les autres. Mais je suis à la même place. Mais le monde va avoir changé, par exemple, mais moi, je devrais être encore dans ces mêmes eaux-là. Parfait. Et si je m'adresse à la pharmacienne, tu penses qu'on s'en sort en 2021, non? Ah, si on s'en sort, oui, définitivement. Ouais. Oui. Je suis assez optimiste là-dessus. Je trouve ça tellement optimiste que je me demande comment ça se fait que c'est pas encore fini. Ah ouais? Mais oui. On lâche pas. On s'en sort quand même. Ouais. Les vaccins arrivent. Moi, j'ai confiance que ça va tomber, là. OK. Je t'écoute, j'aime ça. À cause des... Mais tu sais, il y a un médecin là, de John Hopkins qui prédit qu'en avril aux États-Unis, ça va dropper parce que les gens vont être vaccinés, tout ça. Oui. Alors, ça va dropper. Ça ne veut pas dire un retour à la vie normale, mais j'ai assez confiance en ça. C'est excellent. Donc, écoute, encore beaucoup de beaux projets à venir pour toi. À chaque fois, je me réjouis, j'attends tes films avec impatience. Et wow, je suis super contente de cet échange. C'était génial. Oui, c'était agréable. Et même si, tu sais, on a voyagé ensemble, bon, là, on travaille ensemble, puis j'ai jamais fini d'apprendre à te connaître, puis je trouve ça le fun, tu sais, de voir un peu toutes tes stratégies au niveau professionnel, comment tu vis ça et tout. En tout cas, merci de nous avoir partagé tout ça avec beaucoup de générosité. Ben, ça fait grand plaisir. Désolée pour la batterie. Tu vas être bonne de couper ça, je suppose. Je vais voir, ça, je vais le laisser. On va partir. Dans ça naturel. René, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps à nous écouter. Cinéritage est également disponible sur ma chaîne YouTube. Merci de vous abonner, liker, partager et commenter. Alors voilà, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt et portez-vous bien.